tous ceux qui nous écoutent. Nous voulons comme ça dire un bonjour particulier à tout le peuple de la résistance, un bonjour à tous les téléspectateurs, tous ceux-là qui, de près ou de loin, nous suivent. Je salue comme ça tout le monde, je salue les internautes, je salue tous ceux qui ont une pensée comme ça envers le président élu, son Excellence Maurice Kamto, celui-là même qui a sacrifié sa vie pour le Cameroun, celui qui a donné sa vie pour que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Nous allons lancer notre intervention d'aujourd'hui par une musique qui va tout droit à l'encontre de notre président élu, son Excellence Maurice Kamto, que j'ai nommé ici. Celui-là même qui... Bonjour à tout le monde. Bonjour Justine Nounou, bonjour. J'espère que ma caméra elle est correcte. Hein? J'espère que vous me saisissez bien ou bien il faille que je la tourne encore. Victoire, je te salue. J'espère que la caméra ça va. Donc j'étais en train de saluer comme ça tout le peuple de la résistance. Je saluais tous les internautes, tous ceux-là qui de près ou de loin nous écoutent. Tous ceux-là qui croient en notre combat, tous ceux-là qui croient qu'un Cameroun meilleur est possible par le biais bien sûr de ces combattants, de ces fils qui luttent pour la libération de notre pays. Nous allons continuer comme ça de nous battre parce que nous allons également envoyer une allocution très forte aujourd'hui et elle portera sur plusieurs aspects. Je veux vous demander simplement de partager et d'envoyer des cœurs pour qu'on ne nous signale pas le direct comme ils ont l'habitude de le faire. Et je ne sais pas trop d'ailleurs pourquoi. Mais nous allons ouvrir comme ça notre intervention d'aujourd'hui avec un hymne qui nous fait vibrer. Un hymne qui nous rappelle qu'un homme a sacrifié sa vie, qu'un homme est dans les prisons d'un tyran, d'un vieillard, d'un malade, celui qui a volé les élections, celui qui a volé la vedette à un homme. Bonjour à tout le monde, bonjour à l'État Queensland. Celui qui a volé les élections à cet homme, à un homme qui, humblement, parce qu'il avait un projet porteur pour le pays, parce qu'il avait un projet élevant, valorisant pour le Cameroun, a décidé de sacrifier sa vie pour notre pays. Voilà cet homme qui aujourd'hui croupit dans les geôles de Kondengi, cet homme qui aujourd'hui est enfermé depuis bientôt fort longtemps, ça a fait 8 mois bientôt, 7 mois, cet homme est encore en prison tranquillement, alors que le voleur des élections, le voleur, le malhonnête, le dangereux, le sorcier, le bandit même est installé bien confortablement à Etoudi. Et c'est ce que nous avons laissé faire et c'est ce que nous sommes en train de continuer de laisser faire. Mais c'est ce que nous n'allons pas tolérer et c'est ce que nous refusons d'admettre. Oui, c'est moi bientôt que nous avons accepté cela d'une manière implicite. Nous ne l'avons peut-être pas accepté directement, mais nos faits et gestes démontrent que nous sommes en passe de l'accepter. Et cela ne doit pas durer, cela ne doit plus durer. Il faut rappeler en toute chose, en toute circonstance, en tout temps et en tout lieu, qu'un jour au Cameroun, il y a eu une élection, un 7 octobre, et qu'un homme, que cela plaise ou déplaise aux uns et aux autres, il faut rappeler qu'un homme a gagné cette élection. Il faut rappeler au monde entier qu'un homme a été vainqueur de cette élection présidentielle. Oui, celui-là même à qui on a refusé le droit de siéger à la magistrature suprême pour une seule raison. C'est là où le bas blesse. Et c'est là où je vais mettre soit peu pour que les choses soient claires, pour éclaircir un peu les choses et pour qu'on sache exactement pourquoi est-ce que nous sommes focalisés dans cette lutte. Elle aurait pu passer inaperçue, notre bataille, notre combat. Si ces gens s'étaient en tenus au simple fait que l'élection avait été jugée frauduleuse, ou bien s'ils avaient déclaré simplement que celui qui prétend avoir gagné l'élection ne l'a véritablement pas gagnée.
Si les preuves étaient sorties allant dans ce sens, envoyez des cœurs s'il vous plaît. Ils vont nous signaler comme toujours le direct. Si les preuves étaient sorties dans ce sens, nous ne serions pas en train de lutter aujourd'hui. Nous sommes en train de lutter parce qu'il y a plus que cela. On doit aller au-delà des choses même, au-delà de la profondeur même de la chose. Parce que c'est trop simple de croire que notre combat est mené et est engagé uniquement par le simple fait que nous contestons une élection. Non, non. En toute chose, les motifs sont très importants. Les valeurs sont très importantes. Cet homme à qui on a refusé de siéger à la magistrature suprême, pour le simple fait, nous le disons encore et nous le réitérons, pour le simple fait qu'il appartienne à une seule tribu, qui n'est pas jugée légitime, bien qu'il soit camerounais, bien qu'il jouisse de ses capacités physiques, morales, intellectuelles, bien qu'il soit apte à remplir la fonction, bien qu'il soit compétent, plus que plusieurs, plus que des millions de Camerounais, même peut-être même le plus compétent à occuper la fonction présidentielle, mais il y a une chose qui le disgrâce, qui le disqualifie au sortir de tout cela, c'est son appartenance ethnique. C'est le fait que beaucoup ont toujours vécu et ne l'ont peut-être pas cru ou ne l'ont peut-être pas assimilé qu'au Cameroun, il y avait une certaine graduation de la nationalité camerounaise. Oui, au Cameroun, il y a des Camerounais de seconde zone et il y a des Camerounais de premier rang. Il y a des Camerounais qui sont aptes, de par leur région géographique, aptes à remplir et à occuper toutes les fonctions, aptes et qualifiés à tout type de fonctions. Mais il y en a qui sont Camerounais juste par complaisance. On leur a accordé le statut et la nationalité camerounaise juste par que faire. En fait, cette deuxième race, ce sont des Camerounais malgré eux. Ils sont Camerounais juste parce que il aurait bien fallu qu'on leur accorde, qu'on leur donne par pitié une nationalité X. Et c'est elle qui leur a été accordée. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que, ayant vécu longtemps sous cette étiquette et avec cet emblème, ils n'ont pas su qu'ils n'étaient pas eux-mêmes qualifiés pour certaines fonctions. C'est pour ça qu'ils se sont surpris. Et je veux comme ça prendre à contre-pied ce régime, le régime de Biya, qui pense pour nous disqualifier, qui pense pour nous embrouiller, pouvoir brandir des slogans en disant qu'il n'y a pas de tribalisme au Cameroun et qu'on va se faire à ça. Comme si, en disant qu'il y avait le tribalisme au Cameroun, on faisait du mal à qui que ce soit. Non, il y a pire que le tribalisme au Cameroun. C'est qu'il y a un tribalisme d'État au Cameroun. Pièces d'identité. Nous n'avons qu'à regarder nos pièces d'identité camerounaises. Il y a la mention de la race qui longtemps était faite mention. On appelait ça, c'est une mention de la race ou de l'ethnie, qui est un symbole flagrant même du tribalisme. D'où vient-il que Camerounais que nous soyons, on ne nous définit pas selon la zone géographique où nous sommes, mais on nous définit selon l'ethnie de nos parents. Ce qui fait que quoi? Ce qui fait qu'au Cameroun de Paul Biya actuellement, vous pouvez naître dans le sud, grandir dans le sud, avoir la mentalité du sud, mais pour peu que vos parents venaient du nord, vous êtes qualifié comme étant quelqu'un originaire du nord. Vous parlez le sud, vous parlez le boulot, vous y avez grandi. Vous connaissez que cette zone géographique du Cameroun, où vous êtes né parce que vos parents malheureusement étaient fonctionnaires.
alors vous avez tout votre parcours dans cet endroit. Vous parlez même la langue de la région. Mais vous ne serez jamais quelqu'un originaire de cet endroit. D'où la malicieuse question. Qu'est-ce qui fait de nous que nous appartenions à une région X ou Y? C'est là le problème. Et c'est de ça qu'il est question. Vous savez, le hold-up électoral pose un sérieux problème au Cameroun. Et c'est l'inéquation, ou tout au moins c'est l'équation que doit répondre Biya le 6 septembre. Le 6 septembre, Biya est placé face à un dilemme. Le dilemme est simple. Le dilemme auquel Biya se confronte le 6 septembre est simple. Soit, il reconnaît qu'il a fait une erreur depuis le 22 octobre, il avoue son erreur, il rend la liberté au président élu et lui permet par ce fait de prendre logiquement et simplement le pouvoir, c'est-à-dire rendre au peuple camerounais sa souveraineté. Ça, c'est possible. C'est faisable. Mais politiquement, Biya n'est pas prêt à assumer. Biya, c'est quelqu'un qui n'a jamais assumé ses erreurs. Biya, c'est quelqu'un qui n'a jamais accepté qu'il a fait une erreur. Biya, c'est quelqu'un de tellement peureux, de tellement faible, de tellement lâche, qu'il n'est pas capable d'assumer la moindre erreur qu'il puisse commettre. C'est de ça qu'il est question. Et c'est ce que nous voulons dire ici. Il y a une chose qui est fondamentale, qu'on doit comprendre. C'est que le Cameroun ne sera plus jamais le même. Qu'on le veuille ou pas, qu'on pleure, qu'on rit, qu'on danse, le Cameroun ne pourra plus jamais être le même. Jamais. Ça, c'est clair. Ce qui s'est passé depuis l'arrestation du président élu, ce qui s'est passé avec son Excellence Maurice Kamto enfermé, a changé et bouleversé radicalement la donne au Cameroun. Vous savez, le hold-up électoral, orchestré par cette bande de voyous, de brigands et de bandits, que nous appelons ici Biya et son gouvernement, a complètement transformé le paysage politique camerounais. Et nous a complètement transformé, nous, la jeunesse camerounaise. Nous ne sommes plus prêts, pour rien au monde, je le dis encore, pour rien au monde, à accepter, par quelque manière que ce soit, une quelconque complaisance. Les choses ne seront plus jamais les mêmes. Jamais. Il s'est passé quelque chose de fondamental au Cameroun. Le 22 octobre, lorsque Biya et sa bande de voyous déclarent qu'ils ont gagné les élections, alors qu'ils savent pertinemment que devant tout le peuple camerounais, ils ont perdu cette élection, Biya ne s'attend pas à une riposte herculienne de la part de notre champion, le marqueur de pénalty, son Excellence Maurice Kamto, le président élu. Vous savez, on peut lutter. Et cette lutte dans laquelle nous nous sommes engagés sera longue. Nous n'étions pas partis pour une lutte longue. Nous n'étions pas partis pour une résistance perspicace et longue, durable. Mais je puis vous dire aujourd'hui que tout compte fait, avec tous les signaux d'alerte que nous avons en notre possession, nous pouvons vous dire et vous rassurer que la lutte sera bien évidemment longue. Beaucoup sont venus par complaisance. Beaucoup y sont entrés par amateurisme. Beaucoup y sont venus par un simple coup de la pulsion ou de l'impulsion, si vous voulez, si vous préférez l'expression. Mais seuls les téméraires, les plus déterminés, les résistants, les durs à cuire vont résister. Oui, seuls ceux-là vont résister. Quand vous regardez
vous jetez un panorama sur le mouvement révolutionnaire camerounais, vous voyez très bien que nous avons ce petit problème-là qui nous percute et qui nous menace. Chaque fois, nous jouons le jeu du système en place. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que quoi? C'est très dangereux parce que ce système nous affaiblit au jour le jour. Il nous affaiblit chaque jour. Chaque jour, nous prenons des coups. Pourquoi nous prenons des coups? Parce qu'à notre niveau et au sein de nous-mêmes, nous avons refusé d'admettre et de comprendre que une révolution a besoin tout au moins de 3 vecteurs. Il y a 3 types de vecteurs qui impulsent la révolution ou tout au moins une renaissance, une résistance. Il y a 3 types de vecteurs qui doivent impulser le mouvement révolutionnaire. Et nous, ingénieux que nous sommes, intelligents que nous sommes, génies que nous sommes, nous avons cru et nous croyons au jour d'aujourd'hui que nous pouvons tuer ces 3 vecteurs et continuer d'exister dans le panorama de la révolution tel que pensé. C'est impossible. C'est impossible, théoriquement impossible, pratiquement impossible. Je vais vous donner les 3 types de vecteurs qui impulsent la révolution. Et si nous continuons de nous attaquer à ce type de personnes, nous allons prendre sur nous des coups sérieux. Et nous allons continuer, non pas à impulser le mouvement de la révolution, mais à le subir. Et c'est clair que nous le subissons. Nous subissons la révolution. On a 2 mois que nous avons fait depuis mai. On a fini avec mai à Paris. Mai est terminé. On s'est dit, ah, qu'est-ce qu'on fait? On a commencé à réfléchir et on a pris 2 mois et plus à préparer Bruxelles. Voilà aujourd'hui Bruxelles pensée, on prend du temps, on se dit ça fait 2 mois qu'on prépare Bruxelles. C'est bien beau. Bruxelles c'est un événement pour lequel je n'ai aucun reproche à apporter. Mais, qu'est-ce qu'on veut au juste? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Quelles concessions? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller? Voilà la vraie question. That is the truth. C'est la véritable question. Et nous devons pouvoir nous interroger. C'est si difficile. Nous n'aimons pas nous interroger. Nous n'aimons pas nous questionner. Mais sans questionnement, on ne peut aller nulle part. On ne peut pas aller loin. Il faudrait à un moment donné qu'on s'interroge. Pourquoi nous subissons? En janvier, nous ne subissions pas. En décembre, nous ne subissions pas. En novembre, nous marchions à notre rythme. Le gouvernement de Biya, le gouvernement illégitime de Biya, marchait à notre rythme. C'est nous les révolutionnaires qui donnons le ton. C'est nous qui donnions le ton. C'est nous qui disions ce qui va être fait, comment ça va être fait. Et on disait au gouvernement, si vous faites ça, soyez-en sûrs, nous allons réagir comme ceci. Le gouvernement vivait à l'attente de ce que nous allions dire. Le gouvernement illégitime de Biya attendait que nous disions des choses pour pouvoir se réajuster. Mais depuis lors, ce n'est plus le cas. Et si on ne peut pas s'indigner, si on ne peut pas se poser, se questionner, poser des questions, on n'est pas capable d'avancer. À un moment donné, il faut pouvoir regarder autour de soi et nous dire, mais où est-ce que je suis au juste? Qu'est-ce que je fais? Suis-je au bon endroit? Suis-je bien assis? Est-ce que la voiture que je conduis est celle que je devrais conduire pour une telle destination? Ne prenez pas une 2 chevaux et puis vous espérez gagner le Paris-Dakar. Il y a problème. Il y a problème. Ne prenez pas une voiture qui n'est pas dotée d'un système EPS et puis vous espérez pouvoir faire je ne sais pas trop quoi et amorcer des virages à une certaine vitesse. Non, il y a problème. À chaque type de comportement,
À chaque type d'attitude, on sera déterminé le type et la qualité ou la vision d'où nous voulons aller et jusqu'où nous pouvons arriver. Quel est le type de combat que nous menons? Si nous ne pouvons pas nous questionner, et nous nous sommes questionnés dans le passé, c'est pour ça que chaque fois on a réajusté le tir. Comme un chasseur, nous devons être capables de réajuster chaque fois le tir. Nous devons être capables de regarder nos armes, de les affûter et de dire, est-ce qu'il y a suffisamment d'huile dans le canon de mon pistolet? Est-ce que c'est bien nettoyé? Si ce n'est pas bien nettoyé, le tir ne sera pas objectif. Je ne vais pas atteindre la cible. Et c'est de ça qu'il est question pour nous aujourd'hui. Il est question de faire un examen de conscience. Il est question de revoir exactement ce que nous sommes réellement. Qu'est-ce que nous pesons dans cette révolution? Pourquoi nous n'impulsons plus? Pourquoi nous subissons? Qui parmi nous aurait cru que le président élu allait faire 7 mois en prison, 8 mois bientôt, 8 mois, bientôt 9 mois, sans que nous ne bougions, sans que nous ne régimbions? Pourquoi nous ne l'avons pas fait? C'est si simple. Nous ne sommes plus maîtres de notre révolution. Notre révolution est entachée de beaucoup de facteurs externes. Notre révolution est entachée de beaucoup de business. Notre révolution est entachée de beaucoup de guerres d'ego, de beaucoup de matons vus. Et c'est ça qui détruit et qui frappe un coup dur sur le hold-up électoral. Nous avons décidé par le passé. Nous avons mené des actions par le passé. Actions que nous pouvons encore continuer de mener aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme des hommes capables d'aller quelque part, nous devons être capables de nous poser chaque fois la question. Est-ce que nous sommes au bon endroit? Est-ce que nous sommes la personne indiquée? Je vous ai parlé tantôt des 3 vecteurs de la révolution que nous devons être capables de respecter. Et comme nous sommes tous des ingénieurs, comme nous sommes tous des génies, comme nous sommes tous des savants, comme nous sommes tous des intellectuels, notre révolution a tiré dans la boue. Elle est tirée dans la boue complète. Aujourd'hui, dans le monde de la révolution, on prend plus de temps à demander qui a tel diplôme, qui a le doctorat, qui n'a pas le doctorat, qui a ceci, qui n'a pas ceci. En quoi ça aide la révolution? Pourquoi sommes-nous devenus distraits? Quand on va parler, on va dire encore, encore. Mais on n'a pas le droit de parler et c'est là le problème. Si on n'a pas le droit de parler, c'est un gros problème. Nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes là pour nous questionner. Et la révolution, c'est aussi le questionnement. La révolution et les pensées. Les 3 vecteurs qui sont capables et qui définissent la révolution telle que nous la pensons sont les suivants. C'est trop simple. Il y a de types d'acteurs qui sont au devant de la scène. On doit les respecter. Il y a ceux qui se mouillent, ceux qui sont devant, ceux qui sont sur tous les fronts. On les voit. Ils sont des acteurs visibles, incontournables. On doit pouvoir les respecter. On doit pouvoir reconnaître leur place dans le monde de la révolution. On a besoin d'eux. Ce sont ceux-là qu'on voit partout. On les identifie très souvent à la révolution. Très souvent, quand on parle de révolution, on ne voit que ce sont les acteurs visibles de la révolution. Ce sont les acteurs visibles de la révolution. On ne peut pas les piétiner. On ne doit pas les toucher. On doit les protéger. Parce que ce sont eux qui ont accepté d'être sacrifiés. Ce sont eux sur qui, lorsqu'on veut tuer la révolution, on doit les tuer. Physiquement. Parce que ce sont eux qui physiquement portent le flambeau. Ce sont eux qui physiquement sont au devant de la scène. Ils sont visibles partout, en tout temps et en tout lieu. Il y a ensuite ceux qui mènent la révolution. On les appelle les meneurs. Les gars sont, dans le cas typique de notre révolution,
ce sont ceux qu'on va appeler nos généraux dans la révolution camerounaise. Ce sont ceux-là qui l'impulsent d'une manière ou d'une autre. Ce sont ceux-là qui la boostent. Ce sont des forceurs. Ce sont ceux qui sont sur tous les guerres, sur tous les fronts. Les gars mènent le combat de manière virulente et de manière violente. On a besoin d'eux. On a besoin de leur énergie. On a besoin de leur savoir-faire. Très souvent, ils peuvent se tromper dans les prises de décision. Très souvent, ils peuvent se tromper dans la manière de diriger le bateau. Le gouvernement même peut parfois les lâcher. Mais on a toujours besoin d'eux. Et on a besoin de les protéger, ces meneurs. Et enfin, il y a une dernière catégorie. Celle qu'on ne semble pas trop respecter dans le cas particulier de notre révolution à nous au Cameroun. Ce sont les penseurs. Ce sont ceux-là qui pensent la révolution. On en a fort besoin. Ce sont ceux-là qui l'impulsent. Ce sont ceux-là qui sont comme des lanceurs d'alerte. Ce sont eux qui ont idéalisé la révolution. C'est eux qui prennent l'idée révolutionnaire et qui nous la disent pour que nous l'exécutions, pour qu'elle soit exécutée. Pour la révolution camerounaise que nous avons, et de ma modeste contribution, et de mon modeste point de vue, ne détenant bien sûr pas la science infuse, on a 3 types de penseurs jusqu'à aujourd'hui, qui d'une manière ou d'une autre, chacun à son niveau, a pensé la révolution camerounaise. Et nous aide à la faire tenir sur les rails. Le premier de tous ces penseurs, qui a donné l'alerte, qui a mis la révolution sur le droit chemin, qui a dit tout haut ce que le gouvernement de Yaoundé était en train de faire tout bas, qui a décrié les méthodes diaboliques et sarcatiques du gouvernement de Yaoundé, de Paul Biya, qui a exposé la nudité de ce gouvernement tribal, racial et dangereux. Le premier de ces penseurs, celui-là même qu'on devrait au-dessus et par-dessus tout protéger. On devrait normalement, si la révolution était normale, voter un budget pour assurer sa protection. Assurer, lui payer une garde rapprochée pour qu'il ne soit pas touché. Pour qu'il ne passe pas de vie à trépas. Parce qu'on a besoin de lui. On a besoin de celui-là même, de ce lanceur d'alerte. On a besoin de celui-là même qui a, d'une manière ou d'une autre, sacrifié beaucoup de choses pour que nous soyons au niveau où nous sommes. C'est lui qui a fixé la barre très haute et a démantelé petit à petit le réseau des mafieux, des brigands, des bandits qui sont à Itoudi aujourd'hui. C'est de ça qu'il est question. Et nous devons à un moment donné accepter de comprendre que ce type de personne doit être protégé par-dessus tout. Le premier de ceux-là, celui-là même qui a sacrifié sa vie pour nous et qui se trouve aujourd'hui dans les geôles de la prison, celui qui a infusé le combat en nous, celui qui nous a fait sortir, le père spirituel de la révolution, celui que le gouvernement aime à appeler notre gourou, celui-là même qui, sans le vouloir, s'est offert en sacrifice pour nous, pour que nous soyons debout aujourd'hui pour mener ce combat et cette lutte. Oui,
Il s'agit bel et bien de son Excellence, le président élu, Maurice Kamto. Maurice Kamto est celui qui a pensé le mouvement de la révolution. Il est le père spirituel de cette révolution. Il est celui-là même qui porte sur lui toute la révolution. Nous lui devons inclination, obéissance, soumission, loyauté et fidélité. C'est grâce à lui que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. C'est grâce à lui que nous pouvons parler à ce régime, tutoyer ce régime de bandits. C'est grâce à lui que nous pouvons nous moquer de la barbarie et de la fourberie du système de Yaoundé. Oui, Maurice Kamto est celui-là même qui porte sur ses épaules frêles le lourd tribut du peuple camerounais. Il porte sur lui le lourd péché des 37 années de corruption, de fainéantise et d'idiotie. Il les porte sur son péché. Dans les geôles de la prison de Yaoundé, il continue de souffrir le martyre pour nous. Voilà celui-là même qui s'est offert en sacrifice pour la libération de notre pays. Chaque jour, nous devons reconnaître cela. En chaque heure, en chaque circonstance, nous devons reconnaître qu'il y a un Messie, un homme qui a offert sa vie en sacrifice pour nous. Il n'était pas obligé. Il n'était pas obligé. Rien ne l'y obligeait d'ailleurs. Rien. Rien. Il avait une carrière fulgurante. Une vie réussie. Les gens n'aiment pas qu'on parle des succès de la vie. Mais si M. Kamto, le président élu, avait été pauvre avant d'aller en prison, je vous assure que la donne ne serait pas la même. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Il y a des gens qui se fâchent, qui s'offusquent lorsqu'on parle de l'aisance matérielle. Vous savez, on a besoin de ça. Même pour mener la révolution, on a besoin d'aisance matérielle. Faites très attention, qu'on ne vous trompe pas. Si le président élu, son Excellence Maurice Kamto, était un homme pauvre, avant de prétendre s'asseoir et tout dire, je vous assure que son destin n'aura pas été le même. Moi particulièrement, je ne l'aurais pas suivi. Je vous assure. Moi, je ne l'aurais pas suivi. Parce que je ne peux pas suivre quelqu'un qui ne peut pas me donner au moins ce que je n'ai pas. Je ne peux pas suivre quelqu'un comme ça, qui me garantit qu'il va m'arranger le pays alors qu'il n'a pas pu arranger sa vie en 60 ans. Qui me garantit que sous lui, je vais travailler et rouler dans une belle voiture, construire une belle maison alors que lui-même, il n'a pas construit une maison. Vous pouvez suivre quelqu'un comme ça? Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, le président élu avait déjà tout. Il avait tout assis, tout arrêté. Il avait tout. Et il est venu justement s'offrir en sacrifice parce qu'il était déjà comblé. C'est un homme assis sur tous les plans. Donc, il est venu payer le tribut sur ses épaules frêles pour nous, pour le Cameroun, pour que nous soyons mieux, pour nous montrer qu'il pouvait sacrifier quelque chose. Et c'est de ça qu'il est question. Il s'est placé en exemple. Il a été ministre pendant près de 7 ans. Il n'a même pas accepté la voiture de service qu'on lui offrait. Il a continué en tant que ministre de rouler dans sa propre voiture. Voilà un exemple. Voilà ce qu'on appelle l'exemplarité. C'est de ce genre de personnes dont on a besoin. Aujourd'hui, il croupit dans les geôles d'une prison. D'une prison de barbares et de mécréants, de malades et de bandits, administrée par le chef bandit lui-même. J'ai nommé ici Paul Biya. Paul Biya est celui-là qui, dans toute sa bêtise, aura commis des grossières erreurs. Mais nous, les Camerounais, nous sommes tellement ingénieux, tellement savants, que nous avons laissé un idiot, un cancre, nous gouverner pendant 37 ans. Parfois, j'ai des larmes aux yeux. Je me demande comment moi-même j'ai pu sortir de ce pays en laissant ce feignant toujours à la magistrature suprême. Ça fait très mal. Et il faut voir combien nous sommes les plus forts, les plus courageux, les plus gueulards. On a la grande gueule. On s'est insulté.
Mais voilà un bout d'homme qui a une licence, qu'on a envoyé en Europe étudier. Il n'a même pas pu rentrer avec un PhD. Il est venu nous gouverner et il s'est assis sur nous pendant 37 ans. Le voilà, encore en service. Le vrai président, le président élu, il le prend, il le met en prison. Bientôt 1 an, on est là, on est là, on est là. On met notre révolution à l'extérieur. On organise des grands trucs. On est là, on pense la révolution d'une manière. On l'idéalise. On organise des conférences. On organise des ceci. On organise des cela. Voilà pour nous. Et voilà. C'est triste, mais c'est comme ça. On ne peut pas taper. On ne peut pas critiquer. On ne peut pas donner un jugement. Non, 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 non. Encore toi, El Chenou. Encore, oui, oui, tu veux gâter la révolution. Tu veux gâter... Qu'est-ce que la révolution? La révolution, c'est quoi? Qu'est-ce que nous appelons révolution? Quand nous sommes... Le gouvernement est en train de mettre ses tentacules au cœur de la révolution. Les gens qui s'offusquaient, qui se levaient, qui critiquaient, qui parlaient, aujourd'hui sont bouche bée. Il y a un mutisme complet. Personne ne parle plus. Personne ne parle plus. Les gens qui s'offusquaient, qui se déchiraient leurs habits pour marcher, qui étaient indignés, ne sont plus indignés. Chacun se tait. Chacun arrange sa petite vie. Chacun arrange sa petite vie dans son petit coin. Oh non, 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 non. Nous visons la révolution et un genre, ça a atteint un niveau où on va doucement. On va doucement. Mais c'est Yaoundé qui impulse la révolution aujourd'hui. Yaoundé est en train de donner le diktat à la révolution. Au cœur de la révolution, les langues se sont tues. On ne parle plus. Il y a des faiseurs de rois et il y a des défaiseurs de rois. Il y a les gens qui décident comment est-ce que ça va être fait, comment est-ce que ça va être mené, comment est-ce qu'ils vont la mener. Parce qu'ils ont pris leur petit pot de vin, ils ont pris leur petit truc tranquille. Alors là, ils décident maintenant comment est-ce qu'on va aller doucement. À quel rythme? Au rythme de la 2 chevaux, on y va. C'est la révolution, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Tu vas trop vite, calme-toi. Tu parles trop fort, calme-toi. Vas-y doucement. Sois un peu plus poli. Sois un peu plus réglé. C'est tout doucement. On va doucement. C'est de ça qu'il est question. Mais nous devons continuer à nous battre. Parmi les penseurs de la révolution, le premier penseur, je le disais tantôt, était le président élu. Son Excellence Maurice Kamto, celui qui nous a réveillés. Il y a un deuxième penseur que nous devons respecter dans la révolution, que nous devons honorer, que nous devons vénérer aussi. Quelqu'un pour qui nous devons nous mettre au pas. Quelqu'un que lorsqu'il parle, nous devons nous taire. J'ai vu des gens, quand je vais parler, on va dire, hey, chez nous tu parles. Mais quand vous vous levez, du haut de votre fainéantise, vous insultez ce type de personne qui impulse la révolution. Quelqu'un que lorsqu'il sort un mot de sa bouche, le système de Yaoundé tremble. Tout le régime de Yaoundé tremble. Vous vous levez parce qu'on vous a fait une promesse de vous dédicacer un livre. Vous l'insultez. C'est ça qui choque. J'ai la chair de poule quand je vois des choses comme ça. C'est-à-dire, même dernièrement, on insultait une dame qu'elle n'a pas le doctorat. Moi, je ne veux pas m'arrêter sur ça. Mais elle a au moins un master 2. Et on a la preuve qu'elle est inscrite en doctorat. Vous savez, faire un doctorat, soutenir une thèse de doctorat, ce n'est pas facile. Si vous ne l'avez jamais fait, n'insultez pas ceux qui y vont, pardon. De grâce. Attaquez les gens sur d'autres couloirs. Mais si quelqu'un dit que j'ai le doctorat et que vous savez qu'elle est inscrite en doctorat au moins, respectez ça. Respectons ça, c'est très important. N'entrons pas dans la diversion parce que c'est très sérieux. C'est très sérieux. Respectons les années que les gens s'asseyent pour faire quelque chose. Même si c'est un doctorat en macabo, c'est-à-dire maîtrise le macabo, mon frère. Elle maîtrise comment est-ce que le macabo peut faire pour commencer ici, commencer. Il faut vivre dans des pays comme l'Allemagne. C'est que vous avez la culture des Français. La culture des Français, c'est la culture du diplôme. Chez les Allemands, ce n'est pas la culture du diplôme. Qu'est-ce que tu sais faire? Mon frère, même un doctorat en patate,
en tomate. Quand tu dis que je connais prendre le pépin de tomate dans un environnement que je crée, je le plante, il me donne les fruits, on te respecte. Ce que tu sais faire est puissant. Et on le respecte. Respectons cela, pardon. Respectons-les. Et respectons ceux qui sont allés loin. Parce que ceux qui sont allés loin, très souvent, on a aussi besoin d'eux. On a besoin d'eux. Même celui qui n'est pas allé loin, on a toujours besoin de lui. Mais on a besoin de tout le monde. N'insultons pas ceux qui ont pris 10 années, 15 années après le bac à s'asseoir sur les bancs. C'est un sacrifice lourd. Et ça mérite des exploits. Ça mérite de la reconnaissance de notre part. Parce que même si elle n'avait pas le doctorat, elle a au moins un master 2. C'est-à-dire elle est inscrite en doctorat. Elle est doctorante. Du master 2 au doctorat, c'est juste 3 ans. Vous savez combien d'années elle a fait? Peut-être qu'elle n'a même pas encore soutenu. Peut-être qu'elle a un doctorat sur du papier et qu'elle n'a pas encore soutenu sa thèse. Mais elle a déjà son doctorat. Il faut qu'on fasse souvent très attention dans les petites... Et puis ne ramenons pas ça sur la toile pour distraire. Nous, le peuple, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de voir tout ça. On n'a pas besoin de tel spectacle. En quoi ça aide le président élu? En quoi ça aide la révolution? Donc nous étions en train de parler du deuxième type de penseur. Celui-là même qui, lorsqu'il ouvre sa bouche, le système de Yaoundé tremble. C'est quelqu'un aussi qui est très fort. Il s'agit ici de Patrice Ngana. On doit le protéger dans la révolution. Patrice Ngana est un lanceur d'alerte. Il est celui-là qui, lorsqu'il dit quelque chose, parfois on a besoin du temps. On a besoin de parfois 1 mois, 1 an, parfois 5 ans même, pour que ça se réalise. Ou bien pour comprendre ce qu'il est en train de dire, ou ce qu'il a dit. Et c'est de ça qu'il est question. On ne peut pas permettre que n'importe quel cancre dans la révolution s'attaque à lui. Ça, il faut faire très attention. On ne peut pas permettre cela. Si nous permettons cela, nous fragilisons nous-mêmes. Quand les géants luttent entre eux, vous avez vu, par sagesse, qu'on n'a plus pris possession. On ne prend pas position. Le deuxième grand penseur, le troisième grand penseur de cette révolution, c'est le professeur Nyamsi. Ne pas le toucher. Ne pas le toucher. En tout, moi, je l'appelle toujours mon blanc. D'abord, il est philosophe, comme moi. J'ai étudié la philo, donc je l'aime beaucoup. Je me sens bien avec lui. Il parle très bien. Mais on n'a pas seulement besoin de belles paroles dans cette révolution. On a besoin de quelqu'un qui a un autre style aussi. Ghana a son style à lui, qui est un littéraire. Il a un style où il parle beaucoup plus avec des métaphores. Il agence beaucoup de figures de style, mais il est cru dans son style. Il est cru. Et le professeur est très idéaliste et très intellectuel dans ses propos. C'est-à-dire, il te séduit avec sa rhétorique et la manière d'amener et d'agencer les mots. C'est bien, on en a besoin. C'est un grand lanceur d'alerte aussi dans cette révolution. Il sait nous décortiquer les choses. Le professeur Nyamsi a cette capacité de prendre ce qui était mystérieux à nos yeux et de nous ramener ça dans le terre-à-terre. Voilà pourquoi on l'aime. C'est quelqu'un de génial. C'est quelqu'un qui prend les mystères d'en haut. C'est-à-dire, il va vers les dieux de la révolution. Les dieux de la révolution, ce que les dieux de la révolution avaient caché. Le professeur Nyamsi va prendre ça chez les dieux de la révolution. Il nous ramène ça ici et il nous décortique ça. Et il rend ça soluble. Il rend ça digeste. Et nous pouvons manger. Ce qui était immangeable, il nous ramène ça et nous transforme ça de telle en sorte qu'on puisse manger. Voilà la force du professeur Nyamsi. Ce qu'on n'avait pas compris, parce que peut-être divin ou trop idéal pour nous, le professeur Nyamsi nous ramène ça dans le terre-à-terre. Et c'est pour ça qu'on l'aime. Tandis que le professeur Ngana, lui, il a cette particularité d'anticiper. C'est ça sa force. Chacun de ces deux lanceurs d'alerte a sa puissance de frappe. Ngana, là où on n'a pas encore vu la chose, là où personne ne sait que ça arrive, là où le clan Boulou sait que c'est l'action la plus secrète, Ngana nous jette ça sur la figure. Boum! Et c'est pour ça qu'il est très choquant. Parce qu'il brandit ça net comme ça vient. Il nous jette ça, boum,
sur le visage. Et c'est clair. À prendre ou à laisser, on tombe dedans. C'est la réalité qu'on a en face de nous. Il a jeté ça cru. Le prochain Ghana ne manage pas. Il n'arrange pas. Il ne nettoie pas. Il ne lave pas. Il jette ça comme ça vient. Ça sort comme ça sort. Avec Ghana, c'est ça sort comme ça sort. On ne discute pas. Il n'est pas là pour arranger, pour voir que c'est beau, est-ce que je vais bien, comment le peuple va recevoir. Ghana vous dit qu'il y a une tribu. Il y a une tribu qu'on appelle les Boulous. Il y a un clan. Pas une tribu, un clan qu'on appelle le clan Boulou qui dirige le pays. Ce clan a pour but de génocider. Et voici comment ils vont s'y prendre. Voici comment ils vont se défendre. Voici ce qu'ils vont faire. Premièrement, ils vont faire ceci. S'attaquer à ce type de personnes. Deuxièmement, ils vont prendre le président et lui le condamner. Troisièmement, ils vont faire comme ça, s'attaquer au Bamileke. Après, ils vont faire ceci. Ghana nous le dit cru. Parfois, ça choque. On ne veut pas prendre. Mais il lance ça comme ça. Et c'est ça sa force. Donc le prochain Ghana est le lanceur d'alerte qui a de ce qu'on appelle la vision. C'est-à-dire, le gars voit venir les choses à venir. Il voit avant. Il nous avertit. C'est celui-là qui, voyant le danger de loin, le prochain Ghana est ce qu'on appelle la sentinelle de cette révolution. Nous devons faire très attention. Parce que le prochain Ghana est allé en haut se pêcher. Là où les clans tribales, Betty, Boulou, Bia et toute sa clique sont en train de commanditer les opérations, commanditer les actions pour fracasser le régime, pour détruire le Cameroun et pour tuer le gouvernement et pour tuer le système en place, le président élu et toute la coalition gagnante. Le professeur Patrice Ngana est allé se placer dans le langage des dieux, en alerteur, en sentinelle. Il a vu le plan machiavélique. Il a vu tout ce qu'il fabrique. Et il nous ramène ça, boum, sur le visage. Parfois, on n'est pas préparé. On dit, oh non, 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 c'est un génocidaire. Ghana est un génocidaire. Pourquoi? Parce qu'il parle du génocide. Dans l'imagerie camerounaise, celui qui parle du mot génocide, en fait, c'est qu'on a une option à la pureté. Si tu dis quelque chose d'impur, on te taxe d'impur. Même si c'est ce que tu as vu. Mais pour peu que ça sorte de ta bouche, ça fait de toi celui qui est impur. Voilà le problème des Camerounais. Voilà le problème de notre société. Le professeur Patrice Ngana, voyant ces choses venir, voyant déjà par anticipation, étant la sentinelle de la République camerounaise, étant notre sentinelle, il nous jette sur le visage les choses à venir. Parce qu'il a vu de loin. Il a vu de très loin. Et c'est de ça qu'il est question. Or, quand il voit ça venir, le gars nous jette ça sur le visage et on fait de lui une ordure. On fait de lui l'homme à abattre. Mais c'est ça son rôle. Tandis que le côté sentinelle du grand prof Niamsi, celui que j'appelle communément notre blanc à nous, le blanc de la révolution, le blanc du peuple camerounais, le professeur Niamsi paie à son âme, paie à l'âme de sa mère, parce qu'il a perdu sa maman déjà. La semaine passée, je crois oui, la semaine passée, sa maman est décédée, ou cette semaine-ci, je crois bien. Donc, vraiment, nous voulons te dire au revoir, maman. C'est dur, la mort d'un être cher. Nous savons ce que ça fait. J'ai perdu également la mienne aussi. Et c'est un moment très douloureux. Très douloureux. Mais nous lui disons, sois fort, c'est un homme fort. Il sait qu'en philosophie, on dit souvent que ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous fait mal, mais c'est l'interprétation, ce que nous faisons de ce qui nous arrive. Donc, tout dépendra de ce que le professeur Niamsi fera de la nouvelle du décès de sa maman. En fait, la mort en elle n'est pas une mauvaise chose. C'est la manière dont nous la percevons qui sera soit mauvaise ou soit bonne pour nous. Parce qu'en fait, celui qui part, en fait, c'est pas une mauvaise chose pour lui que de partir. Il va toujours vers une destination bien, soit pour se reposer, soit pour faire quelque chose de meilleur. Mais c'est l'interprétation, c'est la façon dont nous analysons la chose qui va nous qualifier ou nous disqualifier. C'est de ça qu'il est question. Nous continuons le combat. Il y a une fille mal élevée là qui est sur la toile qu'on appelle Suzanne Gatche. Est-ce que vous pouvez me la bloquer s'il vous plaît? On n'a rien à faire avec des propos aussi injurieux. Et ce type de racaille, on n'en a pas besoin franchement.
On n'en a pas besoin. Il faut faire très attention quand vous avez des propos aussi orduriers. Je ne veux pas ce genre de discours ou ce genre de langage ici. Sincèrement. Quand vous avez un peu de grandeur, un peu de pudeur, on sait qu'à Paris, généralement, on retrouve un peu de tout et beaucoup d'ordures aussi souvent. Mais faites l'effort quand même de vous élever quand le débat est élevé. Essayez de vous élever un peu au niveau de celui qui débat au moins. On ne va pas trouver des mots, des noyaux ou bien des choses comme ça. C'est pas bon. Soyez un peu sérieux, mademoiselle. On n'est pas là pour la plaisanterie ou bien pour le côté abject et ordurier que vous savez et que vous avez toujours vécu dedans. Nous, on élève le niveau parce qu'il s'agit ici de la nation camerounaise et du peuple camerounais tout entier. On ne peut pas se permettre n'importe quoi. Nous continuons. Donc, il y avait deux types de lanceurs d'alerte qu'on a analysés, qu'on doit respecter dans la révolution camerounaise. Si on permet que n'importe qui tire sur eux, c'est pas bon. C'est pas bon. Nous nous fragilisons dans notre combat. Nous nous fragilisons parce que ce combat est le nôtre. C'est notre combat à nous. C'est notre combat. Faites très attention. Parce que même si les deux en arrivaient au point où ils sont en train de se donner les coups de poing, il est sage de ne pas entrer dedans. Il est sage de ne pas se prononcer. Parce que c'est des deux personnes, on a besoin des deux personnes. On a besoin de ces deux personnes. Quand vous voyez des éléphants lutter, vous croyez que vous allez vous placer où? C'est les zèbres qui souffrent. N'acceptez pas d'être les zèbres. N'acceptez pas d'être les zèbres dans la révolution. Même s'il y a les éléphants qui sont en train de bagarrer, moi je préfère être la mouche. Je préfère être le moustique que d'être l'herbe. Je ne peux pas accepter d'être l'herbe. Et c'est à chacun choisir son destin. Chacun choisit son destin. Et chacun choisit la façon dont il sera. Je préfère être le moustique qui va entrer dans l'oreille de l'éléphant. Faire comme ça. Le gars fait vous. Il fait sa grande oreille comme ça. Mais je peux le perturber. Je peux perturber l'éléphant à tout moment. Un petit moustique comme ça peut mettre à terre un éléphant. Je dis le mettre à terre. Acceptez d'être les moustiques, pas les zèbres. Il y a des gens qui choisissent d'être malencontreusement et simplement des zèbres. C'est terrible. On ne peut pas accepter ça. Donc si vous les voyez lutter, si vous les voyez faire leurs choses, sortons de là. Mais disons la vérité quand même au peuple. Disons la vérité qu'on se doit de protéger ce type de personnes. Et le troisième lanceur d'alerte dans la révolution camerounaise que nous devons honorer et respecter, c'est bel et bien J. Remingono. J'ai dit de mon humble avis, je n'ai pas la science infuse, j'ai identifié trois penseurs dans notre révolution qu'on ne doit pas toucher. Et je rappelle aux uns et aux autres, même si ces penseurs avaient commis une erreur, je dis bien une erreur, pas qu'ils avaient trahi la révolution, parce qu'aucun d'eux ne va jamais trahir la révolution. Celui parmi eux qui trahit la révolution se suicide lui-même. Il se tire une balle dans la tête. Parce que c'est trop clair. À ce niveau qu'ils ont atteint là, le seuil qu'ils ont atteint, ils ne peuvent plus trahir. Ils ne peuvent plus trahir. Donc si quelqu'un d'eux trahit, il se tire lui-même une balle dans la tête. Donc quand on atteint ce niveau-là, ce standing-là, il faut qu'on soit clair là-dessus. Qu'on se le dise clairement. Que là où nous sommes, même si les trois là, J. Remingono est celui-là qui... Ah, mais comment je l'appelle? C'est-à-dire le gars est fort. Je vais parler d'abord du type de penseur que J. J. C'est notre penseur historique. C'est le gars qui a... C'est-à-dire le gars a l'histoire du Cameroun. L'histoire des faits du Cameroun dans sa tête. Le gars connaît que tel ministre, tel jour, avait dit bonjour au secrétaire général sans laver les mains. Faites très attention avec ce genre de personnes. Quand il a ça dans son cerveau, dès que le gars est fabriqué comme ça, il est fabriqué pour nous dire de manière simple, de manière simpliste, tout ce qui s'est passé au sommet de l'État. C'est-à-dire, il prend les choses du sommet de l'État, les faits étatiques, établis comme tels, et il nous les ramène dans notre jargon quotidien. C'est-à-dire, il puise les choses de l'État, de la présidence de la République, des faits des hommes d'État. Il nous sert ça dans un plat tranquille et simple. C'est-à-dire, il nous dit, ce n'est pas le caviar que vous allez manger, mais vous allez manger, il nous sert le caviar, il dit, mangez ça comme si vous mangez le bongo chobi.
Il nous sert le caviar, il nous dit mangez ça comme si vous mangez le tègue. Ce n'est pas la blague. Il nous sert le caviar, il dit mangez ça comme si vous mangez l'onfiant. Il n'y a rien à faire là-dessus. Mangez simplement. Digérez. Prenez votre temps. Ne vous bousculez pas. Ne vous précipitez pas. C'est à vous, c'est pour vous. Mangez. Mangez. Et voilà ça. Voilà la force de la chose. C'est de ça qu'il est question. Nous devons pouvoir comprendre cela. J. Remingono, c'est celui-là qui porte les événements du haut et nous les amène pour que nous nous réjouissons. Quand J. vous raconte une histoire, c'est l'historien de la révolution. C'est celui-là même qui, lorsqu'il raconte une histoire, il nous parle du terre à terre, du b.a.-ba de la chose. J. Remingono, c'est celui qui amène les choses d'en haut vers le commun des mortels. Tous les Camerounais se retrouvent dans sa manière de raconter. Il a un style propre à lui. Il a le style que j'appelle le style J. C'est son style, c'est son art, c'est sa manière. Il a des capacités oratoires propres à lui. Il a un verbe fluide qui lui sied bien. Et on aime ça. On aime sa rhétorique. On aime sa façon de faire. Et on aime ses coups francs qu'il tire sur le gouvernement. C'est super. Il est un peu comme ce que quelqu'un appelle Fox News. Et le gars nous informe plus. Il vous dit les choses qu'on ne connaissait pas. Que personne ne connaissait. Et c'est pour ça qu'on aura du mal à prouver parfois la véracité de ces dits ou pas. Parce que le gars est... Vous savez quand quelqu'un vous dit quelque chose dont vous n'avez jamais entendu parler, il y a deux choses qui s'offrent à vous. Soit vous comprenez par là que vous êtes un inculte, que vous ne saviez pas et vous n'avez aucun moyen de vérifier, ou vous épousez simplement ça et vous dormez, vous restez tranquille. Et quand il vous le raconte, comme dit Ernest Camto, on a l'impression d'avoir vécu ça. C'est-à-dire, il a un style qui captive. Il a un style qui séduit. C'est quelqu'un que s'il se met à votre rescousse, s'il se met à parler, franchement, vous vous inclinez. Je crois qu'il a beaucoup de succès en matière de drague. S'il était appelé à draguer, je crois qu'il aurait beaucoup de succès. Parce qu'il a un verbe terrible. Il est trop fort. Il est trop fort. Il faut le lui reconnaître. Donc on a nos trois lanceurs d'alerte dans la révolution camerounaise que nous devons protéger, que nous devons de protéger. Je ne comprends pas comment avec Bruxelles il n'y a pas ces trois. Parce que ce sont à des moments comme ça que ces trois personnes à une conférence comme à Bruxelles devraient être invitées. Parce qu'on a besoin de ces guides pour nous dire comment est-ce qu'ils pensent la révolution dans les années à venir. Quel est leur point de vue? Quel est leur jugement? À Bruxelles, on devait avoir au moins un des trois. Voir les trois. Pour avoir les trois. Pour couvrir le cercle parfait. Pour avoir le cercle parfait. Parce que chacun d'eux ayant un tiers du diamètre. On devait au moins couvrir le cercle parfait. Et c'est très important. C'est très important. Donc il n'est pas encore tard qu'on invite au moins un ou deux de ces penseurs, de ces maîtres penseurs, pour qu'ils nous disent comment est et où va la révolution. C'est très important. Les gens extérieurs à la révolution ne peuvent pas penser la révolution. Ce sont ceux-là qui la vivent, qui lancent les alertes, qui l'impulsent de l'intérieur. Ce sont eux. C'est de leur point de vue qu'on a besoin. Arrêtons de faire les choses par snobisme. Arrêtons de faire les choses par business. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Il faut qu'on se mette et qu'on se rende à l'évidence. Les choses sérieuses ne font que commencer. Et nous devons nous assumer. On avait au Cameroun, il y a Carlos Gidas qui me dit qu'il ajouterait Paul Tchouta et Boris Berthold. Oui, Paul Tchouta et Boris Berthold sont des personnes très importantes dans cette révolution également. Ça, il ne faut pas l'ignorer. Paul Tchouta a été enfermé. Il a fêté son anniversaire en prison l'autre jour. C'était son jour anniversaire.
dans les geôles du gouvernement illégitime de Biya. Boris Berthold aussi est quelqu'un de très intéressant dans ces révolutions. On en a besoin. On en a vraiment besoin. Et je prie Boris Berthold de ne plus entrer dans les choses qui le diminuent tout le temps. Qu'il reste au-dessus. Il est quelqu'un de très intelligent, qui reste au-dessus, qui n'entre pas dans les choses. Quelqu'un même peut, et n'importe qui, on va même pas ça. S'il y a des gens que lorsqu'ils parlent, vous ne les gérez même pas. Vous ne les gérez pas parce qu'ils ne sont même pas importants, ils ne sont pas utiles. Il y a des gens qui sont morts comme ça, dans leur propre film, en parlant et en s'attaquant à certaines personnes. On ne répond pas à tout le monde. Il y a des gens qui ne sont même pas dignes de votre réponse. Je vous assure, ils ne sont pas dignes. Ils peuvent appeler ça du mépris, mais dans la vie, il faut mépriser certaines personnes. On ne peut pas respecter tout le monde n'est pas à respecter. Jamais. Il y a des gens qu'il faut foncièrement mépriser par votre silence, par votre grandeur d'esprit, et par votre grandeur d'âme, par votre élégance même. Vous pouvez mépriser et insulter certaines personnes poliment. Vous n'avez pas besoin de répondre à tout le monde. Donc, cher Boris, s'il te plaît, garde de la hauteur parfois. Garde de la hauteur. Ne tombe plus dans les méandres, dans les petits trucs. Et ça te rabaisse, ça te diminue tout le temps. On ne va pas te voir dans tout. Reste avec une certaine hauteur, là où on peut te voir. Et puis sois impartial. Il y a aussi ça qui te manque très souvent. Cette impartialité. Il faut trancher juste. Il faut éviter l'émotion et puis les sentiments. Pas de parti pris. C'est très clair et c'est caractéristique. C'est très important. Donc nous étions en train de parler comme ça de ces trois types de personnes dans la révolution. On a vu qu'il y avait ceux qui sont au devant de la scène, on a vu les meneurs et on a vu les penseurs. Vous savez, le hold-up électoral a ceci de magique. Le hold-up électoral est quelque chose, et quand même c'est un film dans l'histoire du Cameroun. Et on devra relater et revoir ce film. Quand vous voyez dans mon bureau, là où je suis, derrière là, vous voyez même les figures emblématiques de ce film. J'ai vu une image quand même qui m'a choqué. Oui. J'ai vu une image où, je crois, c'est Jeune Afrique qui a publié ça. Et nous l'avons réitéré parlant des hommes de main de Maurice Kamto. Dans les hommes de main de Maurice Kamto, on a cité, je crois, Maître Ndoki. On a cité... je ne sais pas si on a cité Albert Nzongan. Je ne sais pas si on a cité Valsero. Non. On a cité Maître Ndoki. On a cité le professeur, le trésorier national du MRC. Comment on appelle le Foguet. Alain Foguet. On a cité Penda Ekoka. Et je ne sais pas si on a cité Albert Nzongan. Je ne sais pas, et on a cité quelques autres personnes. Mais dans ces figures, je n'ai pas vu Paul-Éric Kinge. Je n'ai pas vu le grand Paul-Éric Kinge. Parfois, il y a des choses que si les journaux citent, nous ne devons pas les reprendre. Parce que nous contestons. Nous devons être nous-mêmes notre première censure. C'est très important. Nous devons être la... Parce que c'est à nous de protéger la révolution. Nous sommes les gardiens de la révolution que nous menons. Personne ne peut la protéger mieux que nous. Ce n'est pas parce que Jeune Afrique a sorti un article sur le président élu que nous devons embrasser tous les dits de cet article. Nous devons faire une lecture critique de cet article. Pour que je publie un truc sur ma page, il faut que je sois sûr que c'est vrai, que c'est quelque chose de concis et que j'épouse ça. Je ne peux pas publier un truc sur ma page quand on me dit les hommes de main de Maurice Kamto. On me cite les Michel Ndoki, les tel, on ne met pas Paul-Éric Kinge. Ça, c'est la sorcellerie. C'est comme ça que les petites choses commencent. C'est comme ça que ça commence. Ça commence par un truc comme moindre que rien, et après, ça prend une autre allure, après, ça prend une autre allure, après, ça prend une autre ampleur. Il faudrait qu'on fasse attention. Très attention. J'ai dit très attention. Retenons une chose, mes chers compatriotes. Nous sommes les premiers défenseurs de notre révolution. Et nous sommes les premiers à censurer ou pas notre révolution. Cette révolution est à nous. C'est notre combat. On doit faire très attention. C'est très important. Quand on me dit les hommes de main de Maurice Kamto, on ne me cite pas Paul-Éric Kinge. Faites très attention. Paul-Éric Kinge est celui qui a pris le plus de coups pour Maurice Kamto. Paul-Éric Kinge est celui qui a fait le virage à 180 degrés pour Maurice Kamto, le président élu. Alors qu'il insultait Maurice Kamto,
Alors que sa bouche d'homme, il avait dit Kamto était ceci et cela et cela. Il a insulté et dit des choses terribles sur Maurice Kamto. En tant qu'homme politique, avec son moi à défendre, Paul-Éric Kenge a pris sur lui de faire un virage à 180 degrés. C'est-à-dire le gars a tourné comme ça, 180 degrés. S'il allait comme ça, le gars est parti désormais comme ça. Pour qui? Pour Maurice Kamto. Je dis bien pour Maurice Kamto. Il a fait un virage à 180 degrés. Le premier homme de main de Maurice Kamto, c'est Paul-Éric Kenge. Personne n'a pris plus de coups que lui. Personne n'a pris plus de coups que lui. S'il n'y avait pas eu Paul-Éric Kenge, il n'y aurait pas eu Kamto. Retenez bien ça. Retenez que cela soit clair pour tout le monde. S'il n'y avait pas eu de Paul-Éric Kenge, il n'y aurait jamais eu de Maurice Kamto. Que cela soit clair pour tout le monde. Paul-Éric Kenge a changé sa façon de parler pour Kamto. Paul-Éric Kenge a changé sa conception de la vie pour Kamto. Il a changé ses paroles pour Kamto. Il a couru tous les risques pour Kamto. C'est le premier. C'est lui qui m'a inspiré qu'on peut insulter les gens du gouvernement. C'est le premier à insulter Atangadji. Alors qu'Atangadji est ministre. Paul-Éric Kenge n'a personne pour le défendre. Il dit à Atangadji que ouvre tes gros yeux. Tu ne m'effrayes pas. Tu as fait la prison, j'ai fait la prison. Tu crois que tu es plus voyou que qui? C'est pas parce que tu te drogues. Le hachis que tu fumes là, ce n'est pas ça qui te monte sur la tête. Voilà la vérité. C'est Paul-Éric Kenge qui donne le ton. Comment est-ce qu'on peut prendre de pied et traiter ces gens du gouvernement? Le gars a pris tous les coups. Je dis bien tous les coups. Le premier à prendre les coups. Le premier. J'ai été à une réunion. Je connais les dessous de la maison. Ou à un meeting. Paul-Éric Kenge se lève. Il dit que je vais clasher les gens si un à un. Le président lui dit donc doucement. Le gars, il avait la fougue, la haine de finir avec ce régime. Donc faites très attention. Si nous partageons quelque chose et que nous ne voyons pas certaines choses prépondérantes, quelqu'un comme Paul-Éric Kenge, qu'on oublie, qu'on parle des hommes de main et on met Bibou Nissak. J'ai rien contre Bibou Nissak. J'ai rien contre lui. Mais ne le mettez pas encore. Il ne faut pas mélanger les choses. Bibou Nissak, il n'est que porte-parole de Kamto. Faites très attention. Laissez les choses que vous sortez les articles pour les Atalakou là. Il n'y a pas d'Atalakou ici. On est en pleine révolution. Ce n'est pas le monde de l'Atalakou. On n'a pas besoin de plaire à Bibou Nissak. Bibou Nissak, on est en révolution. Il est un gars très intelligent, très ingénieux. Moi, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup Bibou Nissak. Mais on ne peut pas mélanger les choses, mon frère. Ce n'est pas encore le niveau là. Ce n'est pas encore son niveau. À chacun son niveau. Reconnaissez le niveau de chacun. Bibou Nissak n'a pas encore atteint le niveau où on va dire les hommes de main de Kamto, on va le mettre, mon frère. Faites très attention. Laissez les articles pour l'atalakoulisme. Il n'y a pas d'atalakou en révolution. Personne n'est ici pour faire plaisir à quelqu'un. Oui, mais si c'est Jeune Afrique, nous on ne partage pas ça. C'est de ça que j'ai les questions, la panthère. Même si Jeune Afrique a écrit, moi je ne peux pas partager ça parce que je ne suis pas d'accord. Jeune Afrique, c'est les Français. C'est les mêmes malhonnêtes. Vous savez, derrière toute publication se cache quelque chose. Ils cachent beaucoup de choses derrière leurs articles. Ne partageons que ce qu'on est sûr, que ça répond à notre idéologie. C'est pour ça que j'ai pris soin de le dire ici, que nous sommes les premiers censeurs. Nous sommes les premiers à censurer notre révolution. C'est nous d'abord. C'est nous qui devons la censurer d'abord. Ah oui, quelqu'un le dit en riant que si c'est Pek qui avait été président élu, Biya serait parti depuis. Non, j'ai confiance en Pek, sans blague. Mais il a fallu quelqu'un comme Kamto pour que nous comprenions. Si Pek avait été président élu, c'est vrai, Biya serait parti depuis. Mais nous, on n'aurait pas connu le goût de la révolution.
C'est pour ça que je le dis encore. Kamto est à l'image du Messie. Qu'on le veuille ou pas, le président élu, son Excellence Maurice Kamto, est venu libérer le Cameroun, comme le Christ était venu pour libérer l'Église, les chrétiens. C'est tout. Ils ont la même mission, mais de manière, chacun dans son couloir. Et quand on attendait le Messie, les gens croyaient qu'il viendrait comme un soldat romain, avec une armure en fer, avec les trucs comme Goliath, avec une épée, pour trancher et couper la tête de tous les incrédules. Mais le gars est né dans une étable, à Bethléem. C'est la même chose avec le président élu. Nous, on attendait le sauveur du Cameroun. On croyait qu'il viendrait avec les armes, qu'il y aurait une grande guerre, et que Biya sera fusillé, matraqué, tué. Tout le gouvernement sera incendié, génocidé, qu'on allait les pendre un à un et les exécuter sur la place publique, à la poste centrale. Non. Le Messie du Cameroun est venu de manière douce, prônant l'amour, la paix, la douceur. Il a dit, je ne perdrai aucun de vous pour monter au pouvoir. Je ne perdrai aucun de vous. J'ai besoin de vous tous. Le sang de personne ne coulera. Le sang de personne ne coulera. C'est de ça qu'il est question. Et c'est comme ça que le président élu est venu. Avec de la douceur. Avec l'amour. Et c'est comme ça qu'il est en train de renverser cette dictature. 37 ans de dictature, le gars est en train de démanteler cela doucement. Avec douceur et tranquillité. Avec amour et paix. Et c'est de ça qu'il est question. Nous voilà partis dans ce principe fort. Et c'est ça la vie. Et c'est ça la vie, notre vie. Nous voulons dire merci au président élu, son Excellence Maurice Kamto. Celui-là même qui a sacrifié sa vie pour nous. Celui-là même qui a couru tous les risques. Celui qui s'est opposé à la dictature la plus féroce, du roi le plus feignant, d'un dictateur, d'un tyran inutile, qu'on nomme ici Paul Biya, un feignant. Celui-là même qui n'a rien mérité, qui n'a jamais rien fait pour son pays, mais qui s'est retrouvé parachuté à la présidence de la République par un simple fait du hasard, parce qu'inscrit dans les loges sataniques et diaboliques. Oui, Biya, voilà ton parcours. Biya n'a jamais rien fait pour le Cameroun. 37 années de fainéantise, 37 années d'idiotie. Il a fermé toutes les grandes sociétés du pays et il s'est retrouvé aujourd'hui où le Cameroun a rétrogradé. Quand je pense au Cameroun que nous avons connu, Kaïdjo nous a laissé, on avait les assistantes sociales comme à Paris, comme en France, comme en Allemagne. Il y avait le service social. Il y avait les femmes qui travaillaient dans le service social. Si une femme faisait un enfant avec un gars et que le gars refusait d'accepter la paternité ou bien de payer l'argent du lait, tu allais chez l'assistante sociale. Et on prélevait le salaire du gars à la source, s'il était fonctionnaire. Si tu étais marié et que ton mari ne rationnait pas, tu allais voir l'assistante sociale. Dans chaque bureau, il y avait l'assistante sociale. Dans chaque bureau. Paul Biya a tout fermé avec sa fainéantise. Paul Biya et son gouvernement de malhonnêtes ont tout fermé. C'est pour ça que nous devons resserrer les rangs. Ne pas oublier le hold-up électoral. Le hold-up électoral est le cheval de bataille de tous les fronts. Nous devons rester focus sur cette directive. Et même samedi à Bruxelles, nous devons nous souvenir que ce qui nous amène à Bruxelles, c'est le hold-up électoral. Le non au hold-up électoral. Il y a un bandit qui a volé une élection. Il faut rappeler ça. Et c'est ce que je disais encore. Lorsque les journalistes, les télévisions suisses m'interviewaient à Genève, je disais simplement que je suis ici à Genève pour rappeler au peuple camerounais qu'un jour, au Cameroun, il y a eu une élection le 7 octobre. Et que le 22 du même mois, c'est-à-dire le 22 octobre, cette élection a été volée par un voyou, un bandit qui est caché dans cet hôtel en haut, hôtel intercontinental. Et que le véritable président élu par les Camerounais est enfermé en prison. Nous appelons son Excellence Maurice Kamto. Il
faut rappeler au monde entier qu'il y a eu une élection au Cameroun, claire. Elle a été volée par un combat.